Bonjour. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Je sais que tu es reconnu dans le monde sportif de haut niveau et que tu mènes en même temps une carrière professionnelle très riche. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, parallèlement à mon sport, j'ai toujours tenu à avoir un équilibre avec le monde du travail. Et ma première expérience en termes de recrutement, c'était auprès d'une grosse entreprise auprès de laquelle je voulais vraiment travailler, qui s'appelle Hewlett-Packard. Et j'ai préparé les entretiens de recrutement. J'ai passé 7 entretiens de recrutement. Et à l'époque, ça date quand même de quelques années, le plus difficile pour moi, le plus handicapant, c'était pas mon handicap justement, parce que les personnes que j'ai rencontrées ont été très claires dans la démarche qui était mise en place, à savoir que c'est pas parce que j'étais handicapé que je serais embauché, en faisant référence à une notion de quota, de pourcentage de personnes en situation de handicap dans les entreprises, mais que je serais embauché, si j'étais retenu, ça serait pour mes compétences, pour mes talents, pour mes qualités. Et ça m'avait plu comme démarche parce que j'ai toujours tenu à être reconnu par rapport à ce que je faisais, à plutôt être reconnu par rapport à mes talents, à mes compétences, pour ce que je suis, pour ce que je fais, plutôt que pour ce que je ne suis pas, voilà, pour simplifier l'expression. Et mon plus gros handicap à l'époque, c'était le sport de haut niveau, parce que j'ai toujours tenu à continuer le sport et sans faire travailler à temps partiel, c'était impossible. Donc j'ai obtenu le poste que je souhaitais dans cette entreprise, avec tous les aménagements qu'on a pu évoquer, qui ont permis à la fois que moi je me réalise dans mon travail, et en plus que toute l'équipe puisse avoir des meilleures conditions de travail. Donc ça, on ne l'a pas fait exprès, c'était un dommage collatéral positif très très encourageant. Mais le fait de travailler à temps partiel, c'était le vrai handicap à l'époque, parce que l'entreprise embauchait une personne et pas un cumul de temps partiel. Ça a bien changé, ça se passe beaucoup mieux maintenant. Finalement, j'ai eu le poste, donc ça a souri, mais ma plus grosse difficulté, c'était pas le handicap. Et j'ai découvert à cette occasion la notion de RQTH, de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui a été découverte. Je ne connaissais pas cette terminologie ni ce monde-là, mais ça m'a aidé à la fois sur l'aménagement du poste de travail, sur l'aménagement de l'environnement de travail, qui a été aussi bénéfique pour tous mes collègues, mais également sur l'aménagement du temps par rapport à des soins infirmiers, de kinés, de rencontres médicales et des réalités liées au handicap. Et ça a permis de manière très harmonieuse que je me réalise dans mon travail et que je puisse faire pas forcément mieux que les autres, c'est pas du tout mon point, mais être au même niveau que les autres et de pouvoir me réaliser dans mon projet professionnel. Alors, suite à la perte de l'usage de tes jambes, tu as donc suivi un parcours de travailleur en situation de handicap. Tu bénéficies de cette reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap. Est-ce que cette reconnaissance, tu me dis qu'elle t'a permis d'avoir un aménagement d'horaire, un aménagement de ton poste de travail. Tu me dis que cet aménagement de ton poste de travail, il a servi aussi à tes collègues, parce qu'il y a eu sûrement un aménagement des locaux, on a fait attention au passage des fils pour pas gêner le passage de ton fauteuil, du coup tes collègues risquent moins de chuter. Tout ça est très positif, non seulement pour toi, pour te permettre de rester dans le monde du travail, de t'y sentir super bien, d'être bien intégré à ton équipe, et en plus ça a des effets positifs sur ton équipe. Est-ce que ta situation aussi de travailleur handicapé, est-ce que tu as eu l'impression que ça avait aussi eu un effet sur le moral de tes collègues, l'énergie déployée dans cette équipe? Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on a constaté. Je parlais de mon histoire et de mon environnement de travail, de mes collègues, mais aussi beaucoup de gens avec qui je travaille qui sont en situation de handicap. On constate qu'il y a, alors le terme officiel en sociologie, c'est la baisse des lamentations. Le fait que nous soyons dans une situation plus difficile, plus contraignante, avec des problèmes et des difficultés à gérer au quotidien. Et si on le fait avec le sourire et avec l'humour en général, parce que quand il y a des galères, c'est une arme terrible pour pouvoir prendre un peu de distance,
on se rend compte que cette notion d'énergie positive, de toujours prendre le bon côté des choses et de se rester concentré sur le travail, sur les missions à accomplir, ben, ça entraîne vraiment une baisse d'alimentation. Ça, c'est le côté un petit peu négatif, mais exprimé autrement, c'est qu'il y a plus de motivation, il y a plus d'énergie, il y a plus d'envie de faire les choses ensemble. Alors et après, on nous mentionne parfois un certain vocabulaire que je vais reprendre avec vraiment du second degré, d'exemplarité, de leçons de vie, etc. Et je crois que c'est pas vraiment le cas. C'est juste qu'on a envie de bien faire le travail, comme tout le monde, et de le faire ensemble, ça donne une grosse force à l'équipe. Donc c'est plus ça que je retiendrai. Et il y a un point qui est important dans cette notion, c'est la notion de mobilité, de déplacement. Parce que j'ai pu bénéficier d'un aménagement de mon poste, j'ai pu bénéficier d'un aménagement de temps, mais une des grosses problématiques, c'est d'arriver de son lieu de vie au travail. Et dans mon cas, j'ai pu bénéficier d'un aménagement d'un véhicule, donc il y a une boîte automatique, et un aménagement qui me permet de conduire le véhicule avec la main. Donc tout est doublé, il y a encore les pédales, mais en appuyant sur une manette, je peux accélérer, si j'appuie sur une autre, je peux freiner, et la boîte de vitesse est automatique. Donc le fait d'avoir un véhicule qui permet d'aller au travail et après de faire des déplacements professionnels, de rencontrer avec des clients, d'intervention sur site, dans le cadre de mes missions, ça donne une liberté, une mobilité qui est vraiment magnifique. Et j'ai des collègues qui sont en situation de handicap avec moins de capacité et d'autonomie pour conduire un véhicule, mais qui bénéficient d'une aide pour financer un transport. Ça va être un véhicule qui va les emmener de chez elles au lieu de travail. Et ça, c'est quand même une aide qui est vraiment énorme parce qu'on s'affranchit du coût et de la difficulté du transport. Et la mobilité ne devient plus un obstacle à la réalisation professionnelle. Donc ça, c'est un point qui est super important. Ouais. Donc si je comprends bien ce que tu me dis, cette reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap, elle a eu des effets très positifs sur toi-même, mais également sur tes collègues. Et si j'avais une question à te poser, par rapport à quelqu'un qui aurait un problème de santé, quel qu'il soit, une différence, quelle qu'elle soit, est-ce que tu recommanderais de faire cette démarche de reconnaissance de qualité de travailleur en situation de handicap? À 2000%, parce que moi j'ai un handicap qu'on appelle visible. Je suis en situation de handicap suite à un accident, donc c'est évident que j'ai un fauteuil, j'ai besoin d'adaptation, je ne peux pas cacher d'une manière ou d'une autre la réalité de mon handicap, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 85% de handicap non visible, et c'est parfois un peu plus délicat pour les personnes de faire cette démarche de reconnaissance et d'aller vers une acceptation de la situation. Et moi je le recommande à 2000% parce que c'est tout un avantage qui se déclenche. On parlait de matériel, on parlait d'aménagement du temps. Il faut savoir que ça a un impact aussi sur les points de la retraite, sur la capacité d'accompagnement. Et moi, j'ai fait beaucoup de compétitions et je dis souvent le plus dur dans le sport de haut niveau, en tout cas, le plus dur, c'est durer. Et quand on est en situation de handicap, que ce soit visible ou pas, pour durer, il faut prendre soin de soi. C'est une écologie qui est primordiale. Hein. C'est pas une forme d'égoïsme, en tout cas, c'est un égoïsme sain, à mon sens. C'est déjà de prendre soin de soi, ça permet de prendre soin des autres, de son équipe, de l'environnement, et évidemment prendre soin un peu plus loin des gens avec qui on travaille, et ça part de soi. Et si on prend soin de soi, ça permet de durer, de faire du bon travail et de faire profiter toute l'équipe. Donc moi c'est plus facile pratiquement, j'ai de la chance finalement d'avoir un handicap visible. Et je comprends que c'est parfois plus compliqué pour des gens qui ont des handicaps non visibles, mais c'est évident qu'il y a tellement d'intérêt à faire cette démarche que je peux encourager toutes les personnes à se renseigner, parce qu'il y a des circuits qui existent, il y a des contacts privilégiés, il y a un grand respect, une grande écoute, notamment sur toute la notion de confidentialité, et il y a énormément d'intérêt à faire cette démarche.
Et alors dans les services qui sont les nôtres, il me semble que nous avons un correspondant handicap qui est à la disposition des personnes qui seraient intéressées. On a également une assistante de service social qui peut aider à construire ce dossier de demande de RQTH, à accompagner dans toutes ces démarches. Et puis il y a le médecin de prévention qui est aussi une porte d'entrée, si on a des questions à poser. Est-ce que si je dépose un dossier, il a une chance d'aboutir? Voilà, on peut trouver ses réponses auprès de ces personnes dites ressources. Et si j'ai compris aussi le message que tu souhaites faire passer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être en souffrance pour faire la démarche, parce que en gros, si on ménage la monture, elle a des chances d'aller plus loin. Donc c'est dès aujourd'hui, dès à présent, qu'il convient de se pencher sur le problème, de se poser les bonnes questions, d'aller frapper aux bonnes portes et de faire les bonnes démarches. C'est ça? Oui, je pense qu'il y a un coach que j'aime bien, on va dire un écrivain, c'est Victor Hugo. Il disait le plus grand handicap de l'humanité, c'est l'ignorance. Et on ne peut pas être ignorant des soucis qu'on a soi-même. Par contre, ignorer qu'il y a des capacités d'accueil, d'accompagnement, de prise en charge, des écoutes privilégiées à travers les correspondants handicap, le médecin, les ressources humaines. Et puis, si c'est plus facile à l'extérieur de la structure, les MDPH sont là aussi pour accueillir en toute confidentialité les demandes des uns et des autres. MDPH, Maison départementale des personnes en situation de handicap. Il y en a une dans chaque grande ville. Oui, parfois c'est confortable de faire appel à une entité extérieure parce que la démarche n'est pas facile. Ça demande un courage, ça demande un effort, et de le faire dans un premier temps au travers de ces maisons départementales des personnes en situation de handicap, ça peut être aidant en sachant qu'à l'intérieur du CEREMA, il y a les correspondants handicap, il y a les médecins, il y a les personnes habilitées à ce type d'écoute et d'accompagnement au niveau des RH. Ces personnes qui, rappelons-le, ont quand même un devoir de confidentialité et donc ne feront pas de démarche à la place de l'agent concerné, mais toujours en concertation avec lui, en appui avec lui et non pas contre son gré, bien sûr. C'est un travail d'équipe qui est super important, et le respect de la personne en situation de handicap, il prime, que ce soit la confidentialité, le niveau de communication, le timing de communication, à quel moment on souhaite communiquer ou pas, et avec qui, que ce soit avec les collaborateurs, avec le management, avec les RH. Tout ça, c'est à la discrétion de la personne, et il y a des équipes formées pour cet accompagnement. Oui, accompagnement qui est également très positif, parce qu'on peut imaginer quelqu'un qui a un aménagement d'horaire, par exemple, c'est un exemple, pourrait susciter des jalousies de la part de ses collègues. Alors que s'il y a un minimum de communication au sein de l'équipe, eh bien après on comprend ce qu'est l'équité de traitement, on la comprend mieux et on l'accepte mieux, et tout se passe au mieux, quoi, avec un minimum de communication malgré tout. Écoute Vincent, je te remercie pour ce témoignage. J'espère qu'il sera entendu et que beaucoup de gens taperont prochainement à la porte du correspondant handicap pour en savoir un peu plus encore sur le sujet, pourquoi pas. C'est sûr, là, tout ça est gagné. Merci à toi. Merci. Inciter un de vos collègues, un agent, à faire une première démarche de reconnaissance travailleur handicapé, ou éventuellement de faire un renouvellement. Il y a des études assez inquiétantes sur les burn-out latents de personnes en situation de handicap qui veulent trop en faire, et sur la durée ça pète. Et là on est dans la prévention. Ouais. Un équilibre qui peut parfois être fragile suivant les types de handicap. L'acteur principal, c'est quand même la personne. Donc il y a sans doute un travail à faire là-dessus par rapport au regard. Qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que je crois que les gens pensent de moi, quel est le niveau d'exigence je mets parce que je pense que les gens... Là, on rentre dans des mécanismes qui sont... on les a tous, mais il peut y avoir des situations où c'est amplifié. Ça peut être aussi une façon d'approcher qu'est-ce que je gagne, pas ce que le CEREMA gagne, mais moi, l'histoire de la mobilité, c'est quand même fort. Les points retraite, ça parle quand même aux gens. L'adaptation du poste, là on est dans des trucs très très concrets, l'adaptation du temps de travail, la disponibilité pour les soins. On commence à avoir certains points qui sont
On n'est pas obligé de tous les avoir hein, quand on regarde ça en étant en situation de handicap, mais ça peut avoir un impact, quoi. Pour plein de raisons, d'être inconfortable avec son histoire, avec le handicap, avec la différence, avec des réalités objectives de difficultés quotidiennes. Et, je mets au conditionnel, il peut y avoir la tentation de se comporter comme ça, mais c'est pas lié aux autres. Bon, souvent, c'est pas lié aux autres. C'est pas forcément dit, et on n'ose pas forcément mettre la responsabilité sur la personne en situation de handicap pour plein de raisons aussi, de non-dits, de préjugés, de protection, la pauvre victime, enfin tu sais le triangle machin. Et voilà, donc alors ça c'est peut-être une conviction, une croyance personnelle, mais j'en profite que je suis là et que je suis en situation de handicap pour le dire, il y a un gros boulot qui est quand même auprès de la personne elle-même, qui peut nécessiter un accompagnement, qui peut nécessiter des aménagements, d'être suivi, quelle que soit la forme, mais les deux se complètent. C'est-à-dire qu'on commence, alors, la voie d'entrée normale dans la fonction publique, c'est le concours, à l'exception du travailleur handicapé qui peut rentrer d'abord en CDD, qui au bout d'un an, qui correspond à la période de stage, peut être titularisé. Lié à finalement où sont les candidats reconnus TH potentiels, est-ce que ça donne des éléments de réponse, notamment à partir de ces slides-là où... Moi ça me va bien. Effectivement, l'état de santé il peut évoluer, et puis les métiers ou les postes peuvent évoluer eux aussi, et à un moment donné, il peut y avoir, alors que il y avait une bonne adéquation, il peut y avoir des difficultés qui apparaissent. De prendre date, ça permet de préserver l'avenir.